Salut, c'est Trado, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel e-book dédié cette fois à un outil que j'affectionne très particulièrement, que l'on appelle les figures d'élargissement, et qui n'ont cependant pas la reconnaissance qu'elles méritent, car elles sont un petit peu plus compliquées à analyser, à expliquer que les autres, mais pourtant les probabilités d'occurrence des configurations déterminées par la théorie sont assez importantes, hein. Clairement, on a de fortes chances de faire ce que la théorie dit. Et il est important de maîtriser ça, comme il est important de maîtriser des choses plus simples et plus compliquées. Il s'agit donc des figures d'élargissement. Et je vous emmène pour une visite guidée de ces figures très souvent oubliées. On va commencer avec la figure d'élargissement classique, car comme vous allez le voir, il existe de nombreuses variantes. La figure classique est une figure trompeuse et je vais vous expliquer pourquoi. Et en tout cas, ça témoigne d'une nervosité des intervenants, ce qui justement, eu égard cette nervosité, entraîne que très souvent les apprentis sont un petit peu bousculés, voire largués par les évolutions, les oscillations. Regardez à quoi ça ressemble. Alors, lorsque l'on dit classique, cela veut dire qu'on va avoir un côté qui monte, un côté qui descend, et tout en ayant de fait des évolutions qui sont divergentes, hein, des côtés, puisque le premier côté va monter, comme j'ai dit, que le deuxième côté va descendre. Alors on peut le retrouver dans une situation de sommet, comme on peut le retrouver dans une situation de creux, c'est-à-dire que on va voir cette figure apparaître après une jambe de hausse ou alors après une jambe de baisse, mais ça ne va pas changer grand-chose au niveau des statistiques. Il faut également savoir qu'il faut au moins 5 impacts pour considérer cette figure comme valable. Alors cette figure va nous servir à anticiper l'évolution des cours de différentes façons. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les premiers points qui sont tracés, notamment A, B, C, D, eh bien on peut tracer dans le prolongement des lignes AC et des lignes BD des demi-droites qui nous permettent d'anticiper une évolution des cours et un contact, notamment avec la partie haute, E, G, ou avec la partie basse, F. Ça fonctionne également lorsque l'on veut anticiper l'évolution des cours après la cassure, c'est-à-dire que une fois que l'on casse la figure, par exemple ici par le haut, généralement, c'est-à-dire statistiquement, on va avoir plusieurs façons de tracer les objectifs qui seront atteints par les cours. Ça fonctionne pour les actions, les devises, les matières premières, etc. Première façon de faire, vous repérez la première oscillation complète, c'est-à-dire une oscillation complète étant une oscillation qui touche les deux côtés, hein, les deux obliques. Vous reportez cette hauteur au-dessus du point de cassure, qui est donc ici. Ça vous donne le premier objectif qui est vraiment très souvent atteint. La deuxième façon de tracer l'objectif, c'est de ne pas prendre la hauteur de la première oscillation complète, mais de la dernière oscillation complète. Ça, c'est pas une oscillation complète parce qu'on n'est pas venu toucher la partie basse. Donc on prend bien la hauteur de la dernière oscillation complète que l'on va reporter au-dessus du point de cassure. Ça vous donne le deuxième objectif et qui est beaucoup plus lucratif tout en étant moins souvent atteint statistiquement que l'objectif numéro 1. Ça fonctionne également dans le cas de la figure d'élargissement de creux, c'est-à-dire celle qui apparaît après une jambe de baisse. Vous prenez la hauteur de la première oscillation complète que vous reporterez en dessous du point de cassure. Ok, ça vous donne le premier objectif, très souvent rallié. Ou alors vous prenez la hauteur de la dernière oscillation complète, j'ai bien dit complète, que vous reportez en dessous du point de cassure, ça vous donne l'objectif numéro 2. Alors, si maintenant l'analyste technique veut se muer en trader, eh bien, il faut savoir que ces figures sont souvent utilisées, hein, pour le trading, notamment le trading de swing trading, hein, c'est-à-dire sur plusieurs journées, plusieurs semaines. Il y a plusieurs choses à voir, hein, l'entrée en position, la sortie de position et le stop loss. Alors déjà, lorsque l'on essaye de bénéficier des oscillations à l'intérieur de la figure, c'est-à-dire avant la cassure, l'idée est simple. Une fois que vous avez la figure qui est établie, c'est-à-dire que vous avez eu un nombre suffisant de contacts,
au moins 5, eh bien l'idée c'est d'acheter au contact d'une oblique pour viser l'autre oblique. Donc achat sur ce niveau, vente sur ce niveau, mais il faudra toujours mettre un stop loss, c'est-à-dire une zone à partir de laquelle vous envisagez que votre scénario ne se réalisera pas et vous prenez votre perte, et bien tout naturellement, ça sera en cas de sortie de la figure d'élargissement. Tout naturellement, puisque vous anticipiez une oscillation supplémentaire dans la figure, si les cours sortent de la figure, par définition, votre scénario ne s'est pas réalisé. Il est sage de prendre votre perte. Alors, la grande question que l'on peut se poser déjà maintenant, c'est à quel moment prendre sa perte. Est-ce que une simple sortie suffit ou alors est-ce qu'il faut carrément clôturer la bougie en dessous de la figure? Là encore une fois, il y a autant de solutions que de traders. À titre personnel, je ne considère pas que le trade soit invalidé tant que l'on ne clôture pas deux bougies de suite en dehors de la figure. C'est-à-dire que si on a simplement une légère sortie et qu'on le réintègre en clôture à l'intérieur de la figure d'élargissement, je considère que le trade est toujours valable et qu'il ne faut pas mettre de stop loss, il ne faut pas déclencher le stop loss. De la même manière, à titre personnel, je considère qu'une simple clôture en dessous de la figure d'élargissement n'invalide pas le trade et qu'il faut vraiment avoir deux bougies qui clôturent en dehors de la figure pour invalider mon scénario d'oscillation à l'intérieur de la figure. Mais attention, certains traders sortent dès que il y a une bougie en dehors, voire même dès qu'il y a un simple contact avec la zone de stop loss. Dans l'autre sens, ça fonctionne également. Vous pouvez initier votre vente spéculative ici, c'est-à-dire lorsque il va y avoir un contact avec l'oblique supérieur et que vous allez parier sur un retour sur l'oblique inférieur. Donc vous vendez ici, spéculation à la baisse, vous sortez là et votre stop loss devra être mis en cas de sortie significative en dehors de la figure d'élargissement par le haut. Encore une fois, puisque vous envisagiez, et c'était votre pari, qu'il y ait une oscillation à l'intérieur de la figure, à partir du moment où on sort de la figure, votre scénario est invalidé. Il faut également savoir que là se pose la même problématique que précédemment. Certains sortiront dès que l'on touchera le stop loss. Par exemple, imaginons que ce point ce soit 10 euros, et bien vous mettez à 10,2 euros. Et bien dès que 10,2 euros seront touchés, certains sortiront de leur trade. D'autres attendront que l'on clôture en dehors de la figure d'élargissement. D'autres, enfin, attendront deux clôtures en dehors de la figure d'élargissement. C'est globalement et généralement la solution qu'à titre personnel, je retiens. Maintenant, si vous décidez de trader les cassures de la figure d'élargissement, eh bien pareil, il faut se mettre d'accord sur l'entrée en position, la sortie de position et le stop loss. Alors là, en imaginant que l'on reprenne notre graphe précédent, souvenez-vous, premier objectif, c'est la hauteur de la première oscillation complète reportée en dessous, au-dessus du point de cassure. Deuxième objectif, c'est la hauteur de la dernière oscillation complète reportée au-dessus du point de cassure. Ça vaut ceci. J'en profite également pour vous dire tout de suite que la manière dont on va tracer la hauteur de la première oscillation complète, vous allez me dire pourquoi cette oscillation-là et pas cette oscillation-là. Tout simplement parce que la première oscillation complète, c'est bien celle-là. Ça, c'est déjà la deuxième oscillation complète. Donc là, si vous envisagez d'acheter sur cassure, tout naturellement, vous allez acheter là et vous allez viser l'objectif 1 ou l'objectif 2. Alors, tout naturellement, le stop loss devra être mis en cas de réintégration de la figure d'élargissement. Puisque par définition, vous pariez sur un trade de cassure de figure. Si on revient significativement à l'intérieur de la figure, normalement, il faut sortir de votre trade. Alors là, pareil, certains sortiront sur un simple contact avec la zone intérieure de la figure. D'autres attendront que l'on clôture significativement à l'intérieur de la figure. D'autres, comme moi, attendront deux clôtures à l'intérieur de la figure d'élargissement pour invalider le stop. Mais là, encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. Chacun doit faire comme il l'entend. Et d'autres, enfin, et ça pour terminer, pourront acheter sur throwback. C'est-à-dire que lorsque les cours cassent une figure et puis reviennent percuter légèrement cette même zone qui a été cassée, on appelle ça un pullback ou un throwback. Certains profiteront de ce throwback pour acheter
au lieu d'acheter à ce niveau-là, ils achèteront donc à ce niveau-là. C'est une possibilité tout à fait envisageable. Maintenant, si la cassure a lieu par le bas, cela ne change absolument rien à la démarche. Dans un premier temps, on peut considérer que l'objectif premier serait de prendre la hauteur de la première oscillation complète reportée en dessous du point de cassure. Et dans le deuxième cas, nous prenons la hauteur de la dernière oscillation complète. Bien sûr, l'objectif est plus lucratif, mais il sera également, en toute logique, moins souvent atteint. Alors tout de suite, je réponds à la question que vous commencez déjà à vous poser, sans doute. Comment savoir à l'avance si l'objectif 1 ou l'objectif 2 va être touché? Eh bien en fait, il n'y a pas véritablement de moyen de le savoir en tant que tel. Bon, après on peut se référer à d'autres outils, notamment la forme des bougies, etc. Mais en tout état de cause, une solution envisageable peut être de prendre une partie de ces bénéfices éventuellement sur ralliement de l'objectif 1, et éventuellement donc laisser courir les gains sur la partie que l'on n'a pas sortie, et en espérant atteindre l'objectif numéro 2, clairement vous sortez votre position par l'eau. Ça peut être une façon de faire également. La vente spéculative donc se ferait sur le moment de la cassure. On mettra son stop loss, eh bien en cas de réintégration de la figure d'élargissement, puisque ça voudrait dire en fait qu'on n'est pas parti pour une cassure, mais qu'il s'agissait d'une fausse cassure avant éventuellement une nouvelle oscillation. Donc ne pas hésiter à prendre ces pertes en cas de réintégration patente de la figure. Maintenant, la figure d'élargissement ascendante. Alors, la présentation et les variantes vont être assez rapides, puisque pas grand-chose de neuf ne diffère cette figure de la précédente, si ce n'est que nous allons avoir, bien, dans le cadre le plus classique, des obliques certes divergentes, mais qui, toutes les deux, sont ascendantes, qui montent. Alors ça, c'est la figure d'élargissement ascendante classique, avec les deux côtés qui divergent tout en montant. Et dans la figure à gauche, là, vous avez une forme également assez répandue, qui est la figure d'élargissement ascendante à angle droit, dans laquelle un seul des côtés monte, alors que l'autre, est horizontal. Là aussi, il faut compter au moins 5 impacts pour considérer que la figure est valable. Alors, cela peut bien sûr nous servir à anticiper l'évolution des cours. Ça peut nous aider d'une part à envisager que les cours fassent du ping-pong entre les deux obliques. Clairement, une fois que vous avez les points A, C d'une part et B, D d'autre part, eh bien vous pouvez tracer une droite et à partir de là, envisager que les cours resteront à l'intérieur de la figure. Et une fois par exemple qu'on a rebondi sur D, eh bien on vise E, et lorsqu'on a rebondi sur E, sur l'oblique du haut, eh bien, envisager d'aller toucher le point F. Alors, c'est également le même processus qui va se manifester dans la figure d'élargissement ascendante classique. On va de toute manière parier sur un contact sur l'oblique opposé une fois que le rebond semble avoir été effectué. Alors, il faut savoir, et là ça va changer un petit peu de ce qu'on a vu précédemment dans la figure d'élargissement classique, c'est que les figures d'élargissement ascendantes se cassent très généralement par le bas, et c'est ça qui rend ces figures intéressantes statistiquement. Alors s'il s'agit d'une figure d'élargissement ascendante à angle droit, dans 2 chances sur 3, on va casser par le bas. Si maintenant, et c'est vraiment très intéressant, la figure est une figure d'élargissement ascendant, donc avec les deux côtés qui montent et qui divergent, et bien dans 75% des cas, la cassure se fera également par le bas. Alors le comportement des cours va être totalement similaire à ce qu'on a vu précédemment. La première façon de faire, c'est d'envisager comme premier objectif la hauteur de la première oscillation complète que l'on va reporter en dessous du point de cassure. Ça vous donne un objectif qui sera très souvent rallié. La deuxième façon de faire, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète, donc pas celle-ci, mais bien celle-là, reportée en dessous du point de cassure. Ça vous donne l'objectif numéro 2. Pour la figure d'élargissement ascendante, donc pas ascendante à angle droit, mais ascendante, eh bien la même chose,
on prend soit la hauteur de la première oscillation complète, soit la hauteur de la deuxième oscillation complète, reportée en dessous du point de cassure. Ça vous donne un premier objectif et un deuxième objectif. Alors si maintenant on veut se muer en trader et pas simplement en analyse technique, l'idée est simple, hein. Lorsque vous êtes en haut, c'est-à-dire au contact de l'oblique supérieur, vous initiez une position vendeuse, une vente spéculative, pour viser cet objectif-là. Alors attention, comme on sait que ces figures se cassent généralement par le bas, eh bien, il est statistiquement beaucoup plus intéressant, profitable de privilégier les ventes spéculatives en espérant effectivement que l'on descende puis que l'on casse. C'est-à-dire qu'à titre personnel, je le redirai dans le PDF que vous allez recevoir, hein, que vous avez déjà reçu en fait, ces figures d'élargissement ascendantes se cassant plus généralement par le bas, c'est dans le sens de la baisse que par le haut, à titre personnel, je ne fais que vendre à découvert sur ce genre de figure et pas acheter, puisqu'encore une fois, de manière probabiliste, on a plus de chances de descendre que de monter. Alors, dans le cadre de la figure d'élargissement ascendant à angle droit, le stop loss, bien sûr, devra être mis au-dessus de l'oblique supérieur, puisque par définition, si on sort de la figure d'élargissement, eh bien on s'éloigne du scénario sur lequel on ferait une rotation supplémentaire. Il est sain de prendre ses pertes sur ce niveau. Pareil s'il s'agit d'une figure d'élargissement ascendante et pas ascendante à angle droit, on mettra son stop loss au-dessus de la figure, hein, c'est-à-dire au cas où on sortirait de la figure, puisqu'il s'agirait d'un des cas, certes pas le plus courant, mais qui arrive quand même, puisque ça arrive dans un cas sur 3 ou un cas sur 4, selon que l'on parle de la figure à angle droit ou classique. Eh bien, ça, on peut très bien sortir par le haut, statistiquement c'est possible. Il faudra donc mettre son stop loss au cas où, hein. Alors, si la cassure se fait par le bas, c'est-à-dire que là vous tradez sur une sortie de figure et pas sur une oscillation à l'intérieur de la figure, pas grand chose de neuf au niveau du processus. Vous prenez soit la hauteur de la première oscillation complète, soit la hauteur de la deuxième oscillation complète que vous reportez en dessous du point de cassure. Le short, c'est-à-dire la position vendeuse, va être initiée au point A, c'est-à-dire en cassure de la figure d'élargissement. On peut également rentrer en position lors du fameux pullback ou throwback, c'est-à-dire quand on revient au contact de la figure d'élargissement, ce qui arrive à peu près un cas sur deux, ce qui n'est pas systématique, hein. Le stop loss devant être mis en cas de réintégration de la figure, puisque par définition, si on revient dans la figure, c'est qu'on ne l'a pas cassée. Si la figure d'élargissement est une figure d'élargissement ascendante et pas ascendante à angle droit, à ce niveau, pas de modification, hein. La position vendeuse s'initie sur le point A. Une fois qu'on a cassé la figure, on peut rentrer en vente à découvert ici ou alors lors du pullback ou du throwback. Le stop loss devant être mis en cas de réintégration de la figure. Mais là aussi, je me permets de répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Certains mettront leur stop loss en cas de simple contact avec le niveau du stop, c'est-à-dire imaginons que vous soyez rentré à découvert sur les 8 et que vous ayez mis votre stop loss à 8,10, eh bien certains vont initier leur stop loss, vont prendre leur perte clairement avec simple contact sur les 8,10, alors que d'autres attendront que l'on clôture à l'intérieur de la figure, voire que l'on ait une double clôture à l'intérieur de la figure, ce qui est ma façon de faire, hein. Dernière partie, la figure d'élargissement descendante qui en fait ne diffère pas sur le fond des autres figures d'élargissement et correspond à la même logique d'anticipation d'évolution des cours et également à la même logique en ce qui concerne le trading. Vous avez simplement une situation où vous avez les deux obliques qui sont descendantes et divergentes. Ça, c'est pour la figure, on va dire, habituelle, mais vous avez une figure qui est également une figure d'élargissement descendante, mais vous allez avoir un seul des deux côtés qui va descendre, l'autre sera horizontal. On appelle ça la figure descendante à angle droit. Alors, ça nous sert à anticiper l'évolution des cours. Soit vous pouvez effectivement acheter pour aller parier sur une percussion sur l'oblique supérieur, soit vous pouvez spéculer à la baisse en pariant sur le ralliement
de l'oblique inférieur, et c'est ainsi de suite, y compris lorsque la figure a les deux côtés qui sont descendants. On achète là pour aller chercher E, on vend là pour aller chercher F, etc., etc. Ce qui est intéressant avec cette figure, c'est qu'en termes probabilistes, eh bien, on a de très fortes chances de sortir par le haut, c'est-à-dire que dans 2 chances sur 3, voire dans 3 chances sur 4, eh bien, les cours vont sortir dans le sens du nord et pas du sud. Alors, ce ne sont que des statistiques, parce que ça veut dire que dans un cas sur 3, on ne va pas sortir dans le sens du nord dans le cadre de la descendante à angle droit. Et également, dans un cas sur 4, on ne sortira pas par le haut dans le cadre de la figure d'élargissement descendante. Mais vous comprenez bien que dans ce genre de figure, il vaut mieux acheter que spéculer à la baisse. Vous serez du côté des statistiques. Alors normalement, une fois que l'on a cassé par le haut, l'objectif est de prendre la première oscillation complète que l'on va reporter au-dessus du point de cassure, ou la dernière oscillation complète qu'on va reporter au-dessus du point de cassure. Ça nous donne l'objectif 1, ça nous donne l'objectif 2, tout en sachant comme d'habitude que l'objectif 1 est souvent rallié, que l'objectif 2 est moins souvent rallié, mais qu'il est bien sûr beaucoup plus lucratif. On retiendra que là aussi, dans un cas sur deux, on a un pullback ou un throwback, ce qui permet à certains d'acheter lors de ce contact retardé contre la figure d'élargissement. Voilà ce que ça donne dans le cadre de la figure d'élargissement descendante avec les deux obliques qui descendent, la figure classique on va dire. La logique est exactement la même, objectif 1, objectif 2, pullback, etc. etc. Alors si maintenant vous voulez faire du trading avec l'exploitation de ces figures d'élargissement, soit effectivement vous tradez les oscillations à l'intérieur de la figure, voilà à quoi ça ressemble, vous achetez ici, vous allez acheter donc soit sur la partie inférieure de la figure et vous allez donc viser la partie soit donc horizontale, soit la partie descendante, c'est exactement pareil, on achète là, on vend là, ou on achète ici et on vend là. Le stop loss devant être mis en cas de sortie de la figure. Encore une fois, si vous pariez sur une oscillation à l'intérieur de la figure, si vous voyez que les cours ont tendance à s'extraire de la figure d'élargissement, c'est que votre scénario ne se réalisera pas. Là encore se pose la question du moment où on va sortir. Certains vont sortir dès que le stop loss est touché, d'autres attendront une clôture à l'extérieur de la figure d'élargissement, voire même deux clôtures à l'extérieur de la figure d'élargissement pour invalider le scénario d'oscillation à l'intérieur. C'est ma préférence, vous l'aurez compris. Maintenant, vous pouvez également vendre à découvert sur ce genre de figure, même si encore une fois c'est plus risqué, puisque vous savez qu'on a plus souvent tendance à sortir par le haut que par le bas. Mais l'idée, c'est que vous allez mettre votre stop loss en cas de sortie de la figure. Vous allez vendre ici, prendre vos profits là, et prendre vos pertes si on sort effectivement par le haut. C'est pareil dans le cas de la figure d'élargissement descendante. Alors, si vous décidez maintenant d'acheter après cassure, l'achat se fait au moment de la cassure, au point A. Vous mettrez votre stop loss en cas de réintégration de la figure d'élargissement et vous prendrez vos objectifs ici ou là, selon ce que vous espérez gagner, en vous souvenant bien que certains peuvent décider d'acheter lors du fameux pullback. Maintenant, si vous tenez véritablement vraiment et que vous insistez pour trader les cassures par le bas, ce qui est quand même ce qui arrive dans près d'un cas sur 3 à un cas sur 4, l'idée c'est effectivement de reporter en dessous du point de cassure la hauteur de la première oscillation, de la dernière oscillation. Le stop loss sera mis en cas de réintégration de la figure. Vous vendez ici et vous espérez atteindre l'objectif 1 ou l'objectif 2. Mais encore une fois, cela n'a pas ma préférence puisque ce sont des sorties qui sont plus rares que les sorties par le haut. Alors, on va terminer en expliquant l'intérêt qu'il y a à combiner avec d'autres outils parce que même si ce sont de formidables figures chartistes, les figures d'élargissement, on peut singulièrement améliorer la réussite en filtrant un petit peu les figures à l'aune des indicateurs techniques. Moi, je vous conseille en particulier le SAR, mais vous allez voir que le CCI et les chandeliers japonais ont leur utilité. Voici Alcatel-Lucent en unité horaire, figure classique d'élargissement.
Voici la hauteur de la première oscillation. Regardez, hein, la première oscillation complète, c'est celle-là. Hein. Voici la hauteur de la dernière oscillation. Et vous voyez, comme les traders ont tous réagi unanimement lorsque l'objectif 2 a été touché, hein, il y a eu des dégagements massifs, on voit bien que ce sont des figures que beaucoup de traders surveillent de très près. Alors, il faut également remarquer sur Alcatel-Lucent en UT jour ici une autre figure, c'est celle-ci. Alors, ici, il s'agit d'une figure d'élargissement descendante à angle droit. Alors, la première chose à remarquer, c'est que le CCI peut vraiment avoir son utilité. Le CCI, c'est un outil que j'utilise souvent dans mes analyses techniques. C'est un outil très nerveux. Lorsque vous voyez que le CCI va sortir de sa zone de survente, la zone de survente, c'est la zone qui est égale à moins 100. Ok ? J'ai fait un e-book là-dessus. Donc, lorsque l'on était en dessous de moins 100 et que l'on passe au-dessus de moins 100, par exemple moins 99, moins 98, c'est un signal d'achat. Ça va venir quelque part confirmer l'idée qu'il y a un rebond probable et qu'on va effectivement pouvoir aller chercher un trade avec percussion contre le côté supérieur. Donc surveillez bien le CCI, c'est assez intéressant. Maintenant, on peut également trader les sorties de figures, comme vous savez. Donc voici l'objectif de la première oscillation complète qui a été touchée ici au point 2. On a également l'objectif ici correspondant à la dernière oscillation complète qui a été touchée au point 3. En unité jour Peugeot maintenant, je vous ai remis le CCI ici, dont vous comprenez que j'aime beaucoup l'efficacité. Le CCI, c'est la courbe noire ici. Hein. Le CCI sort de sa zone de survente. La zone de survente, encore une fois, c'est ici en orange, hein, c'est en dessous de moins 100. Lorsqu'on passe de quelque chose en dessous de moins 100 à quelque chose au-dessus de moins 100, 99, 88, etc., c'est un signal d'achat. Du coup, ça nous donnait une bonne indication sur une percussion et un ralliement de la partie haute, puisque ça s'est produit ici. La deuxième façon de trader cette figure, ça aurait été d'acheter lors de la sortie de la figure, là. Premier objectif équivalent à la première oscillation complète, reporté au-dessus du point de cassure. Touché, prise de profit. Deuxième objectif, ici je ne l'ai pas fait figurer, mais cela correspondait en fait à la deuxième oscillation complète, hein, là. Maintenant, je vous propose un autre indicateur qui pourrait s'avérer utile, c'est le momentum, que j'aime moins, mais qui a quand même son intérêt dans l'utilisation, hein, de la figure d'élargissement. Le momentum, lorsqu'il bascule positif, cela montre que la pression devient haussière. Après le rebond ici au point A, on voit que le momentum est devenu positif. Ça nous donnait une bonne chance quand même d'espérer rallier le haut de la figure d'élargissement ici. Alors encore une fois, vous aurez remarqué que c'est une figure d'élargissement ascendante, légèrement ascendante. Donc normalement, ça ne se tente pas ce genre de choses. Je préfère de loin trader à la baisse sur les figures d'élargissement ascendantes, ça vous l'aurez compris. Mais si vraiment vous voulez déjà jouer contre les stats, eh bien attendez au moins que le momentum bascule positif. Ça vous montrera que l'action est en position de force. Bon, au moins autant mettre les chances de son côté. Les objectifs ont été ici ralliés, en particulier la hauteur de la première oscillation complète ici en jaune, reportée à partir de là. Ça vous donnait un objectif qui a été rallié. Là, l'objectif numéro 3 a été rallié aussi, mais bon, il y a eu une coupure au niveau du graphe. Mais les deux objectifs ont été ralliés. Mais en tout cas, si déjà vous décidez de trader à la hausse sur les biseaux d'élargissement ascendant, ce qui est plutôt contre nature, contre stat, vous l'avez compris, au moins assurez-vous que le momentum a basculé positif, voire même d'autres indicateurs, hein, puisqu'encore une fois, vous l'aurez compris, vous n'avez pas les stats de votre côté. Autant mettre tous les indicateurs dans le sens de votre trade. Alors là, nous avons un biseau d'élargissement ascendant également, mais clairement ascendant. L'intérêt de ce graphe, c'est de montrer plusieurs choses. Bon, on règle rapidement le cas des objectifs atteints. Première oscillation complète ici, dernière oscillation complète là. L'objectif 1 et l'objectif 2 ont été touchés, pas de problème. Moi, ce qui m'intéresse ici surtout, c'est de vous montrer que c'est un cas qui pouvait poser problème. Tout d'abord parce que si vous aviez initié une opération de spéculation à la baisse, ça aurait été sans doute ici.
et votre stop loss, vous l'auriez mis sans doute par là. Et là, comme vous pouvez le voir, la Société Générale aurait sans doute fait sauter votre stop loss ici avec cette dernière attaque haussière avant de s'effondrer. Là, ça vous montre la difficulté qu'il y a à poser votre stop loss, c'est-à-dire que si vous le mettez trop haut par là, eh bien, vous accentuez les pertes au cas où ça ne se passerait pas comme vous voulez. Si vous le mettez trop bas, vous risquez de vous faire sortir sur une ultime évolution défavorable des cours. C'est pour ça qu'il peut être assez intéressant d'utiliser le stop loss, alors le SAR, pardon. Le SAR, regardez comment ça se passe. On va d'abord commencer par le cas de la spéculation ici. Bon, on était en train d'évoluer à l'intérieur du biseau d'élargissement et ici, on en est sorti. Normalement, vous auriez mis votre stop loss là aussi en cas de réintégration de la figure. Ici, il y avait des chances pour que vous soyez stoppé. Si vous n'utilisez pas les stop loss comme je les ai mentionnés depuis le début de cette vidéo, mais que vous utilisez le SAR, c'est-à-dire ces petits points rouge, vert ou jaune, ça dépend des plateformes, eh bien vous vous rendez compte que ça peut être une alternative assez intéressante parce que pas plus dans ce cas-là que dans ce cas-là, c'est-à-dire pas plus dans le cas de cette spéculation à la baisse ici que dans le cas de la spéculation à la baisse là, le SAR n'a été touché. Le SAR n'a été touché finalement que ici, ce qui vous permettait finalement de laisser les cours respirer un petit peu. Donc n'hésitez pas à utiliser le stop and reverse, le SAR comme on dit, pour fixer vos stops. Ça peut être parfois beaucoup plus pertinent que le stop loss habituel tel que je l'ai signalé depuis le début de cette vidéo. Non pas que je sois en train de contredire, de me parjurer, mais parce qu'encore une fois, lorsque vous n'arrivez pas à prendre de décision par rapport au positionnement précis de votre stop loss, dans un premier temps, l'utilisation du SAR peut vraiment se révéler intéressante. Voilà, c'en est terminé de cette première étape dans votre découverte des biseaux, des figures d'élargissement. Je vous donne maintenant rendez-vous pour les exercices corrigés et commentés dans la deuxième partie du e-book et n'hésitez pas encore une fois à multiplier les graphes, les études afin de véritablement vous familiariser avec cet outil d'analyse technique. À très bientôt pour un autre e-book.